Bien, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors avant de reprendre le cours, comme il y a eu un tremblement de terre hier en France, je pensais vous montrer quelques images parce que c'est l'occasion d'illustrer un peu quelques éléments de tectonique. Donc vous savez sans doute déjà qu'il y a eu ce séisme hier près de Montélimar, dont la magnitude affichée était 5,4, mais en fait, au point de vue magnitude, telle qu'on la mesure sur les, disons de manière plus large bande, plus correcte, à partir de l'énergie, c'était plutôt à magnitude 5, 5,0, donc un peu moins grand. À droite, je montre la carte de la sismicité de la France, pour montrer que la France, il y a quand même pas mal de séismes en France, surtout dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais aussi en Bretagne de manière diffuse et de temps en temps aussi vers le nord-est. Alors, et cet événement-là, c'était le plus gros et il a fait des dégâts, donc on en a beaucoup parlé, mais il y en a quand même, depuis 15 jours, il y en a quand même eu beaucoup de tout petits. Je voulais vous les montrer un peu partout. Celui-ci, les sismicités historiques, ce n'est pas très étonnant qu'il y ait eu un tremblement de terre dans cette région. Du point de vue historique, il y en a eu d'autres dans cette même région, des plus ou moins gros. Ici, c'est indiqué non pas en magnitude, mais magnitude équivalente, mais en intensité, parce que c'est ce qu'on mesurait avant d'avoir une instrumentation qui permette de quantifier vraiment la taille du séisme. Et puis ici, vous avez donc là, ça ne s'est pas sorti très bien, ce qu'on appelle le mécanisme. Alors le mécanisme, et le genre c'était censé montrer la localisation de ce séisme, mais c'est plutôt là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Le mécanisme, bon, j'en ai parlé dans les années précédentes, mais c'est ce qui nous permet, en observant de manière lointaine, de réaliser sur quel genre de faille, quelle a été la direction de la rupture, le pendage de la faille et le déplacement. Et donc ce tremblement de terre se serait produit sur une faille qui serait peut-être celle-ci, mais c'est à confirmer. En tout cas, c'est une faille d'orientation nord-est-sud-ouest qui correspondrait à ce plan-là pour ceux qui comprennent ce genre. Et c'est une faille en compression. Ça représente la compression qui, elle-même, je vais vous montrer, entre bien dans le cadre de la tectonique. Vous avez ici toutes ces indentations-là qui indiquent des failles en compression. C'est l'Eurasie, c'est la convergence de l'Eurasie avec l'Afrique qui cause ceci. Alors, simplement pour mettre en perspective, dans les derniers, pas tout à fait 6 mois, il y a eu d'autres séismes dans la région méditerranéenne. Celui-ci, c'est le dernier, de magnitude, disons, significative, supérieure à 4, avec différents types de mécanismes. Celui-ci est le plus clairement en compression, peut-être. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est comment ça cadre donc dans la tectonique. Et donc, on a ici donc, la plaque Afrique qui vient rentrer dans la plaque Eurasie, donc avec un mouvement nord-sud, donc compression. Et ça devient un peu compliqué parce qu'il y a des microplaques dans cette région méditerranéenne, avec en particulier l'Italie qui a une rotation vers l'est. Et bien sûr, les Alpes participent à tout ce système tectonique de convergence. Et donc ce séisme se trouve ici, juste au bord de cette zone-là. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté sur ce séisme. Donc revenons à nos moutons. Donc la semaine dernière,
je vous ai montré des coupes comme ceci à travers des coupes verticales représentant la vision tomographique, donc l'image des plaques océaniques, de la plaque pacifique très spécifiquement, ici, dans ces coupes-là, quand elle descend dans le manteau, et on voit qu'elle s'étale. On a indiqué ici les différentes profondeurs, 400 km, 660 et 1000 km. Alors, 400 et 660, on sait, enfin, c'est très spécifiquement, ça correspond à des discontinuités du manteau bien connues. Je vais en dire quelques mots. Par contre, à 1000 km, il n'y a pas de discontinuité globale qu'on pourrait expliquer du point de vue minéralogique jusqu'à présent. Pour cette plaque-là, celle-ci, dans cette région-là, les plaques s'étalent à la limite entre le manteau supérieur, les premiers 660 km, et le manteau inférieur. C'est quelque chose qu'on peut comprendre dans la mesure où on s'attend à ce qu'il y ait une rhéologie, des caractéristiques de la déformation différentes dans la partie supérieure, dans la partie inférieure. Par contre, je vais montrer je montre ici, dans cette région de Fiji-Tonga, Tonga-Kermadec, on voit les plaques s'étalent, au moins une partie des plaques. On a l'impression qu'il y en a une partie qui s'étale à 660 km, mais l'autre va plus profond et s'étale à 1000 km. Alors ça, notez tous les points blancs, c'est les séismes qui illuminent ces zones de subduction le long de ce qu'on appelle des zones de Benioff, qui sont des zones plus ou moins planaires, qui descendent et qu'on peut suivre jusqu'à un peu plus bas que 660 km de profondeur. Ensuite, il n'y a plus de séisme plus profond. On voit bien, par exemple ici, que ça se dédouble. Et c'est une coupe 2D, donc en fait, on a mis en 2D une image 3D, donc c'est sans doute, il faut voir ça en 3 dimensions, avec un peu plus au nord une plaque qui disons, s'étale à 660 km et une autre qui se place plus au sud, vers 1000 km. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir réalisé que ces plaques s'étalaient donc à 1000 km. Et donc, pourquoi on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à 1000 km de profondeur? C'est quelque chose qu'on a réalisé seulement récemment. Alors, on sait qu'il y a des discontinuités à 400 et à 660 km. Ça, c'est le modèle PREM, le modèle 1D de référence que je vous avais montré au début du cours, où on voit les variations avec la profondeur, donc de la surface jusqu'au centre de la Terre, de la densité, de la vitesse des ondes S et de la vitesse des ondes compressives, donc compressives de cisaillement et densité. Donc modèle moyen, on voit le grand saut de densité quand on passe du manteau rocheux au noyau liquide formé principalement de fer, avec des diminutions des vitesses de compression et la disparition des ondes de cisaillement puisqu'elles ne se propagent pas dans les fluides, dans les liquides. Et on voit ici ces zones de gradients très forts où disons, il y a des discontinuités, et celles-ci correspondent, on le sait bien maintenant, depuis longtemps, aux transformations de phase dans l'olivine, qui est le constituant principal des roches du manteau supérieur, plus de 50%. Donc c'est un silicate principalement de magnésium avec un peu de fer et d'autres éléments en petite quantité. Et au fur et à mesure que la pression augmente, et la température aussi, quand on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, la structure cristalline de l'olivine change, elle devient plus compacte, et donc en fait ça se passe à une pression et une température bien définies. Et à 400 km, donc voilà pour montrer, pour illustrer la structure un peu plus compacte, on a une transformation de la structure olivienne à la structure spinelle.
C'est une transformation de phase exothermique qui dégage de la chaleur, avec, pour ceux qui... dans l'espace des pressions et des températures, on définit ça par une courbe de Clapeyron avec une certaine pente qui est positive, de 2 à 3 mégapascales par Kelvin. Ensuite, il y a encore un autre changement de structure cristalline à 520 km de profondeur. On passe de la minérale wadsleyite à ringwoodite. Tout ça, c'est des noms de géologues célèbres. On donne les noms de géologues lorsque la roche a été trouvée à l'état naturel. Mais celle-ci, elle a moins d'effet, elle est plus subtile, elle a moins d'effet sur les vitesses sismiques. Par contre, à 670 km, l'olivine, donc sous sa forme spinelle, se décompose en perovskite et oxyde, oxyde de magnésium avec un peu de fer. C'est une transformation de phase endothermique, donc elle absorbe de la chaleur et on s'attend à ce qu'elle puisse, disons, freiner le passage des plaques, en particulier parce qu'il y a aussi une augmentation de la densité avec la profondeur de l'ordre de 10%, donc c'est une augmentation assez considérable qui va pouvoir donc faire que les plaques, pendant un certain temps, vont nager au-dessus de cette discontinuité. Alors, comment on les a observés sismiquement? On les observe de deux façons. La première façon, c'est en utilisant des ondes SS ou PP, c'est des ondes qui se réfléchissent une fois sur la surface de la Terre. Et si elles rencontrent une discontinuité, une partie de l'énergie va se réfléchir par en dessous de cette discontinuité, comme c'est indiqué ici. Donc, cette phase-là, enfin cette onde sismique-là, va arriver plus tôt, avant celle qui se réfléchit à la surface de la Terre. Comme la réflexion à la surface de la Terre est une réflexion importante, puisqu'il y a un contraste très grand entre l'air et la roche, cette onde SS va être de grande amplitude et on va chercher, avant son arrivée, des arrivées d'énergie qu'on va pouvoir associer avec ces discontinuités. On voit ici, dans cet exemple, le temps zéro, c'est l'arrivée de l'onde qui se réfléchit à la surface de la Terre, et en avant, on a plus la différence de temps est grande, donc plus elles arrivent tôt, et plus la discontinuité correspondante est profonde. Et on le voit ici, 660, surtout 410, un peu peut-être 520, éventuellement, de temps en temps, on voit une discontinuité à 220 km, mais elle n'est pas très forte. Et ici, bon, ça a été marqué comme ça, c'est disons, à confirmer, une discontinuité éventuelle qu'on voit de temps en temps autour de 1000 km, mais pas du tout aussi systématiquement, donc dans le monde entier, comme on voit ces discontinuités-là. L'autre façon, donc c'est des ondes réfléchies sous la discontinuité, et on peut les observer un peu partout dans la Terre, puisque même si le point est sous l'océan, on peut toujours avoir une source d'un côté, par exemple dans le Pacifique, et une station en Amérique du Nord, on pourra observer ces ondes. L'autre manière d'observer, c'est ce qu'on appelle les fonctions récepteurs. C'est des ondes qu'on observe sous une station donnée, et c'est des ondes qui se convertissent. Donc, c'est des ondes transmises et non réfléchies qui vont se convertir, par exemple, d'une onde P va devenir une onde S dans la partie supérieure du trajet. Et donc, ça, c'est l'onde P qui donc, se réfracte suivant les vitesses, les indices, disons, sismiques des différentes couches. Mais il y en a une autre qui va arriver à la même station, un trajet un peu différent parce qu'elle s'est convertie en onde S et donc après soit à 410 soit à 660 km de profondeur. Et donc ces ondes-là arrivent après, donc on a d'abord l'onde P et on va, pour les voir, on va ce qu'on appelle déconvoluer les deux composantes du mouvement, la composante verticale qui voit surtout l'énergie P, des ondes compressives, une composante horizontale qui voit les ondes de cisaillement, et on va pouvoir de l'énergie qu'on va identifier avec donc ici la 410
C'est la première qui va arriver, puisque 410 km, c'est plus près de la surface, et ensuite 660. Alors, cette méthode-là est très puissante, mais elle n'est possible que quand on a des stations, et donc principalement sur les continents. Alors, je tenais à vous montrer ça, parce que c'est une technique qui est actuellement employée sur Mars. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un sismomètre, une mission qui s'appelle InSight, qui a donc installé un sismomètre sur Mars, et depuis 6 mois, ils ont enregistré plusieurs événements sismiques, au moins une dizaine, quelques dizaines, je ne sais pas exactement. Et donc, ils commencent à pouvoir analyser ces enregistrements pour voir d'où proviennent ces séismes martiens, ces événements martiens. Et une des techniques qu'ils peuvent utiliser, il y a une seule station sur Mars, donc disons, il y a quand même un nombre limité d'analyses qu'on peut faire sur les données, mais celle-ci peut très bien marcher, et elle commence à leur permettre de regarder en détail la structure fine dans la croûte martienne, dans les parties superficielles martiennes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'image parce que c'est encore pas publié, mais c'est en cours. Donc simplement, donc, pour comparer, ce qu'on peut faire, les techniques qui ont été développées sur la Terre peuvent s'appliquer à d'autres planètes. On commence à le faire. Alors, revenons sur la Terre. Les ondes réfléchies donc, sous les discontinuités, donc ce schéma-là, avec l'onde principale qui se réfléchit à la surface, SS, et les ondes, on les voit pratiquement à l'œil nu. Il suffit d'aligner des sismogrammes. Alors, le temps, c'est dans cette direction-là, et on les aligne en fonction de la distance entre la source et la station, donc en fonction de cette distance-là, donc calculer la distance évaluée en arc, en degrés d'arc, et on les aligne tous l'un derrière l'autre avec une convention où quand l'amplitude est vers le haut, on met du rouge, quand l'amplitude est vers le bas, on met du bleu ou l'inverse. Et quand on les aligne ainsi sur l'arrivée de l'onde SS, donc on commence par tout aligner sur l'arrivée de l'onde SS, on voit de l'énergie très clairement, sans faire plus de traitement de données. Ici, on voit cette énergie qui arrive ici celle-là, et on peut les associer avec ces ondes réfléchies S400, donc celle réfléchie sous la discontinuité de 410 km et celle réfléchie sous la discontinuité de 660 km. Donc voilà. Par contre, il n'y a rien d'équivalent ou d'aussi. Il y a peut-être quelque chose à 520 km ici. Bon, il y a des discussions pour savoir si c'est vraiment la discontinuité à laquelle on s'attend du point de vue minéralogique, ou bien est-ce que ce sont des lobes secondaires, des ondes qu'on voit, mais il y a quand même une évidence assez claire maintenant pour l'observation de cette discontinuité-là. Par contre, ici, on s'attendrait à voir une discontinuité à 1000 km, on ne la voit pas. Donc, pour l'instant, c'est un sujet très controversé de savoir qu'est-ce qui peut bien se passer à 1000 km. Est-ce que c'est une transition dans les propriétés de déformation, dans la rhéologie de la pérovskite, essentiellement, donc de ce composant principal du manteau inférieur, qui ne serait pas visible, au moins pas très clairement du point de vue sismique, ou bien est-ce un effet, disons, retardé de la discontinuité de 660 km. Mais alors, bon, il y a quand même... c'est quand même intéressant du point de vue dynamique. Et là, il faut parler de la viscosité dans le manteau terrestre. Donc, qu'est-ce que c'est la viscosité ? C'est le rapport entre la contrainte appliquée et la vitesse de déformation. Donc, ça vous donne une idée de la façon dont un matériau se déforme. Est-ce qu'il va se déformer beaucoup, rapidement, quand on applique une force donnée, ou est-ce qu'il va résister
beaucoup. Et donc là, maintenant, on est dans des échelles différentes de ces échelles des sismiques, puisque les propagations des ondes sismiques, c'est des secondes, hein, c'est des secondes minutes. Là, on parle de déformations plus lentes, telles les déformations qu'on voit dans les plaques, hein, donc des centimètres par an ou quelque chose comme ça. Et donc oui, donc cette quantité qu'on appelle la viscosité mesure la vitesse de déformation d'un fluide lorsqu'on lui applique une force donnée. Et donc pour l'eau donc à la surface de la Terre, à 20 degrés, c'est 10 puissance moins 3, l'unité c'est des pascals secondes. Et on peut contraster ça avec le manteau terrestre qui, en moyenne, la viscosité moyenne est assez bien déterminée, est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde, donc 24 ordres de grandeur de différence, ce qui montre que donc, pour la transmission des ondes sismiques, le matériau est rigide. Par contre, à des temps plus longs, il va se déformer, et donc c'est là qu'on a de la convection dans le manteau qui va donc aussi intervenir au niveau de faire bouger les plaques. Alors, mais les modèles, comment a-t-on accès à la viscosité? Une des méthodes les plus classiques, c'est en regardant le rebond post-glaciaire. Depuis la dernière glaciation, les glaciers ont fondu progressivement et les parties continentales qui étaient donc couvertes de glaciers, comme par exemple la Scandinavie ou le nord du Canada, ont commencé à disons, se relaxer, parce que le manteau est visqueux, il va avoir tendance à voir les faire remonter. Et donc, à partir de on peut mesurer cette vitesse de remontée en fonction du temps, et à partir de là, déduire des informations sur la viscosité. Et les modèles, mais ces informations sont assez imprécises, tout de même. Pour avoir un modèle complet du profil de viscosité sur tout le manteau terrestre, en général, les études mettent on sait qu'elle augmente avec la profondeur, hein, que la viscosité est plus grande, le manteau plus profond se déforme moins facilement, ce qu'on peut comprendre, on est à des pressions beaucoup plus grandes. Par contre, donc, on fixe souvent une discontinuité à 660 km parce qu'on sait que c'est un bon endroit pour mettre une transition rhéologique. Certains autres modèles, par contre, ne le font pas et simplement on n'impose pas cette discontinuité, mais voit une augmentation de la viscosité en fonction de la profondeur avec éventuellement un maximum. La viscosité diminuerait quand on s'approche de la limite noyau-manteau. Pourquoi je montre ça? C'est que là, il y a un peu un a priori de mettre cette discontinuité à ce niveau-là, qui est donc inspiré par le fait qu'on a une transition de phase. Mais là, je reproduis ce modèle sans discontinuité qui explique aussi bien les données. Bon, ici, dans ce cas-là, on a rajouté aux contraintes du rebond post-glaciaire, on a rajouté aussi les données de gravité, le géoïde. Et donc là, ça montre comment on peut expliquer les grandes longueurs d'onde du géoïde par la prédiction d'un modèle de viscosité de ce type, et on y arrive assez bien. Donc c'est assez peu déterminé ce qui se passe ici. Plus récemment, avec des techniques un peu plus évoluées dans le sens où maintenant on peut faire des modèles, on peut échantillonner des modèles, ou tester un très grand nombre de modèles par des méthodes de Monte-Carlo, les ordinateurs le permettent. Et donc dans cette étude plus récente, on voit donc qu'il y a qui a utilisé le géoïde avec aussi des contraintes à partir de la tomographie sismique. Je n'entre pas dans les détails. L'important, c'est de voir qu'ils trouvent une augmentation très nette dans la plupart de leurs modèles en faisant varier divers paramètres. Je ne vais pas entrer dans ces détails, qui montre une augmentation importante entre 600 et 1000 km de profondeur. Donc il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là, et c'est une question ouverte pour l'instant de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette augmentation importante. Vous voyez ici
2 ou 3 ordres de grandeur en termes de viscosité. Alors, donc ça c'est un point. Qu'est-ce qui se passe à 1000 km? C'est quelque chose qu'on a découvert relativement récemment. C'était déjà dans les modèles il y a peut-être 20 années, mais personne ne l'avait vraiment remarqué, ou ceux qui l'avaient remarqué n'avaient pas vraiment, ça n'avait pas, disons, accroché les esprits. Mais maintenant, on se penche beaucoup sur cette question. Mais il y a d'autres, disons, conséquences importantes de l'imagerie de ces plaques de subduction, et dont je vais vous parler un peu maintenant, c'est comment on peut les mettre en relation avec l'évolution spatio-temporelle des plaques océaniques. Vous savez que les plaques océaniques, il n'y en a pas qui ont un âge plus grand que 180 millions d'années. Toutes les plaques océaniques retombent dans le manteau, donc au bout d'un certain temps. Il n'y a que les continents, les vieilles parties des continents qui surnagent depuis des milliards d'années, depuis au moins 3 milliards d'années ou plus. Par contre, dans les océans, on n'a pas l'histoire des plaques océaniques à la surface, donc au-delà de 180 millions d'années. Donc, comment faire ? Alors, il y a eu des premières, à partir du moment où il y a eu des modèles tomographiques un peu résolvants, on a pensé, ça c'est une des études, les premières, enfin c'est peut-être pas la première, mais une des premières, où ces auteurs ont d'abord regardé du point de vue géologique ce qu'ils pouvaient trouver. Alors ici vous voyez, c'est dans les premiers 130 millions d'années, donc il y a quand même des traces géologiques des endroits où se trouvaient les limites de plaques, et en particulier les limites de zones de subduction, les zones de subduction, les fosses océaniques. Et donc, ils ont, à partir de ces données tectoniques et géologiques, ils ont reconstruit, essayé de quantifier dans divers intervalles de temps, ici donc 0 à 30 millions d'années, en reculant dans le temps jusqu'à 130 millions d'années, regardez quel était le volume de lithosphère qui calculait quel volume de lithosphère qui a été englouti dans le manteau. Ensuite, donc ils ont fait une carte de ces endroits avec le volume. Ils ont pu donc en moyenne regarder quel volume correspondait à la subduction jusqu'à 130 millions d'années avant notre ère. Et bon, c'est bien sûr filtré au degré 6. Vous vous souvenez des harmoniques sphériques, le degré, c'est la longueur d'onde spatiale, et degré 6, c'est une longueur d'onde assez grande, donc on voit des variations à grande échelle. Et donc ces régions bleues correspondent à ce modèle qu'ils ont fait à partir donc, des données géologiques et tectoniques. Et ils ont comparé ça avec un des modèles qui était développé à cette époque-là de tomographie d'onde P. Ils ont trouvé que la corrélation la meilleure entre cette carte-là et les anomalies de vitesse, donc dans les images du modèle tomographique, les corrélations maximales étaient dans ce modèle avec les images dans les profondeurs de 800 à 1100 km de profondeur, ce qui leur a permis de dire que la subduction dans les derniers 130 millions d'années se trouve, on peut aller à ces profondeurs-là. Donc ça, c'était une première idée, pas très quantitative encore, mais une première idée. Alors ça a été continué de manière intensive depuis presque 20 ans maintenant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on combine les images tomographiques des plaques lithosphériques on fait l'hypothèse que ce qu'on voit dans le manteau, je vais vous montrer des exemples,
dans les régions rapides qui peuvent correspondre à d'anciennes plaques lithosphériques, on va les combiner avec les reconstructions géologiques pour essayer de prolonger dans le passé l'histoire de la subduction sur la Terre. Alors, cet exercice est particulièrement, peut être fait surtout dans les régions de collision continentale où les plaques océaniques ont disparu, et donc parce que les continents se sont, disons, rapprochés et sont entrés en collision, telle en particulier la collision entre l'Inde et l'Asie, qui a donné lieu à la surrection de l'Himalaya et au plateau du Tibet, au très haut plateau du Tibet derrière. Et là, cette collision a donné lieu à un raccourcissement très important de plusieurs centaines de kilomètres ou plus, disons, à partir du moment où les deux continents sont entrés en collision. Et donc, on s'intéresse à savoir ce qui s'est passé avant cette collision. Alors, bon, dans cette étude particulière que je vais vous montrer, la déformation elle va être schématisée et quantifiée au moyen de blocs de lithosphère qui vont être déterminés à partir des observations de surface, donc soit des observations sur le satellitaire, soit des observations sur le terrain, des traces de failles et d'orogénie. Et on va reconstituer à partir de la surface donc les mouvements de ces blocs par pas de quelques millions d'années qu'on va déterminer en fonction de ce qu'on observe comme changement de direction ou de type de mouvement tectonique dans la région. Alors, c'est ainsi qu'ils ont donc reconstitué, à partir de ces données de surface et des données satellitaires, la progression de l'Inde donc vers le nord, ici, au cours du temps. Vous voyez ici 60 millions d'années, 50 millions d'années, 40, 30, 15, 10, 15 et 0. Donc chaque couleur représente une époque donnée. Et donc il y a, bon là ça c'est un peu technique, hein, il y a des rotations de blocs, non seulement l'Inde, le fait que l'Inde se soit propagée assez vigoureusement vers le nord a aussi produit des déformations, des rotations, de l'extrusion vers l'est ici des parties de l'Asie du Sud-Est. Et donc ça ça permet de savoir où se trouvait en particulier la limite de plaque à une certaine époque donnée dans le passé. Alors on confronte ça avec un modèle tomographique. Je vous ai déjà montré ce modèle où je vous montrais au niveau global, c'était un modèle d'onde déterminé à partir des temps de propagation des ondes P, modèle donc de vitesse Vp, ici à différentes profondeurs. Bon, je ne répète pas, ça c'est disons les détails techniques. Ils ont mesuré des millions de temps de parcours d'ondes P. Ils ont rajouté des ondes PKP, c'est des ondes du noyau, j'en reparlerai. 300 000 séismes pendant 7 ans, une inversion par bloc et bon, la théorie de fréquence finie qui permet de rajouter des ondes, de combiner des ondes de différentes fréquences. J'en reparlerai un peu tout à l'heure. Mais vous voyez donc à différentes profondeurs des zones bleues, donc des zones représentant des vitesses plus rapides qu'on interprète en première approximation comme représentant des températures plus froides. Vous voyez ici ces zones de subduction donc, autour de Sumatra, etc. Et vous voyez du bleu ici sous l'Inde. Alors une partie peut être due au continent, mais donc toutes ces régions bleues, où la plupart d'entre elles, on peut faire l'hypothèse, et ça se confirme assez bien, qu'elles représentent donc en profondeur la position actuelle de plaques qui étaient en subduction il y a quelques dizaines ou plus de millions d'années. Alors, ici, ce sont en coupe le même modèle
où on voit, je crois que je vous ai déjà montré cette coupe, où on voit en particulier ici des coupes nord-sud sous l'Himalaya, passant sous l'Himalaya et le Tibet, où on voit la zone de subduction actuelle, et puis quelque chose juste en haut du manteau inférieur qui donne l'impression, si on interprète de cette manière-là, que l'Inde est passée au-dessus de la zone de subduction qui a été coupée au moment où les continents sont entrés en collision. Alors que dans d'autres régions comme ceci, on a des différences, mais ça continue dans le même sens, dans la même direction. Alors, donc voilà. Alors, on interprète ces zones de lithosphère englouties dans le manteau comme représentant les vestiges de la lithosphère de l'océan Thétis. Alors, l'océan Thétis, c'est un océan qui existait il y a 200 millions d'années et qui s'est peu à peu refermé, alors que, vous voyez ici, vous avez l'Afrique, l'Amérique du Sud, et peu à peu va s'ouvrir l'océan Atlantique, le long de cette zone-là, et aussi ici l'Amérique du Nord, on reconnaît un peu, et l'Europe. Et donc l'Inde va monter vers le nord et il y a des zones de subduction donc, tout le long de ces régions qui donc sont celles qu'on retrouve, pense-t-on, à ces profondeurs. Alors en plus de détails, ici encore ces cartes à différentes profondeurs, donc de 100 km à 400, 500, 800, 900, 1200, jusqu'à 1600 km de profondeur. Des cartes tomographiques, donc, et on peut voir un certain nombre de choses là-dessus. Donc d'abord, la différence entre la position des zones bleues, donc des zones rapides, disons de plaques, des plaques, à la profondeur de 1100 km et de 600 km, on voit qu'il y a eu une rotation de la subduction et un décalage vers le sud, de rotation, je dis, du slab, c'est donc la lithosphère, la plaque dans le manteau. Et c'est tout à fait en accord avec la position de la reconstruite de la limite des plaques telle qu'ils l'ont donc estimée à partir des données de surface. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut penser qu'effectivement, ce qu'on voit à 1100 km de profondeur, c'est la plaque. On a supposé, bien sûr, que les plaques, quand elles s'enfoncent dans le manteau, une fois qu'elles s'enfoncent dans le manteau profond, elles vont s'enfoncer verticalement, ce qui est étonnamment marche très bien. Et ensuite, on peut voir que le slab étroit, enfin la zone de subduction étroite ici, autour de la région de Sumatra, elle est restée au même endroit, position stationnaire, depuis longtemps, depuis au moins 15 millions d'années. Et par contre, on voit aussi qu'au moment de la collision de l'Inde, qui était autour de 40 millions d'années, la subduction a cessé dans le nord, ici, des îles Andaman, mais elle a repris après la collision entre l'Inde et l'Asie. Qu'est-ce qu'on voit encore ? On voit bien sur ces cartes-là, on l'a vu aussi en coupe, que le continent indien est passé au-dessus de sa propre lithosphère. Donc le continent indien, avant, il avait de la lithosphère océanique. Les continents sont portés par des plaques dont une partie est océanique. Et donc c'est cette partie océanique qui se trouve actuellement donc ici à ces profondeurs de 1100 km. Et l'Inde, ensuite, a continué son chemin et est passée au-dessus. Donc c'est assez amusant. Voilà, on sert en plus grand. On peut voir encore une fois, ici donc on est à 200 km de profondeur, donc ça correspond à peu près
si on calcule, si on fait correspondre ça avec les datations géologiques, à peu près 5 millions d'années, et ici, plus profonde, donc on retourne en arrière à 40 millions d'années. Alors cette étude, non seulement c'est assez amusant de voir comment on peut interpréter le modèle tomographique, mais elle a permis tout de même d'apporter quelques informations. D'abord sur la réorganisation de la tectonique donc en Asie du Sud-Est, à partir du moment où l'Inde est entrée en collision avec le continent d'Eurasie, et ce qui a provoqué en particulier une expansion dans la mer du Chine de Sud. Bon, il y a des déplacements latéraux importants, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a permis de quantifier que la lithosphère s'enfonce dans le manteau à des vitesses différentes dans le manteau supérieur, donc de l'ordre de 5 cm par an. C'est un peu la moyenne disons, des vitesses des plaques à la surface. Et par contre, quand elle arrive dans le manteau inférieur, ça ralentit 2 cm par an, ce qui est en accord avec l'augmentation de la viscosité avec la profondeur, mais c'est une première quantification de ces vitesses. Et aussi, ça permet aussi d'estimer le contraste de viscosité, donc de 2 ordres de grandeur entre le manteau supérieur et inférieur. Et aussi de peut-être, disons, clarifier quand débute la collision entre l'Inde et l'Asie, donc estimée entre 40 et 55 millions d'années. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut faire quand on reste plus ou moins dans le manteau supérieur, enfin jusqu'à 1000 km de profondeur. Oui. Bon, et j'ai oublié de dire qu'on peut calculer la quantité de lithosphère ou la longueur de raccourcissement donc, à partir de la collision, et on trouve de l'ordre de 1500 km, ce qui est considérable, hein, donc un raccourcissement qui a érigé l'Himalaya en particulier. Alors, maintenant, depuis ce temps-là, ou en parallèle, on a aussi été plus ambitieux pour essayer d'interpréter ce qu'on voit dans le manteau inférieur, donc à des plus grandes profondeurs, en termes de tectonique, hein, de retour de tectonique. Alors ici, je montre une reconstruction tectonique qui suppose que ce qu'on voit dans le manteau inférieur, donc ici à une profondeur de 1325 km, ces régions bleues, hein, ces espèces de bandes bleues, ici et là en particulier, et même plus profondément, ces régions-là correspondent à des plaques lithosphériques qui, à une certaine époque, se trouvaient donc dans une zone de subduction à la surface, hein, une plaque océanique qui donc depuis s'est enfoncée dans le manteau. Alors, ceci est à mettre en relation avec des reconstructions donc, de mouvements de plaques, hein, qui sont faites principalement à l'aide des données de paléomagnétisme, les données géologiques, les données de paléomagnétisme. Et un des problèmes de ces reconstructions, c'est que le paléomagnétisme nous donne une bonne idée de la latitude. Par contre, il y a une très grande incertitude sur la position en longitude. Mais si on fait l'hypothèse que ces plaques-là correspondaient à des zones de subduction à ces époques-là, bon, il y a une raison pour donner ces époques-là, donc ça va permettre d'aligner la zone de subduction à cette époque-là avec sa position actuelle, puisque les modèles tomographiques, on a la longitude correcte. Et donc, voilà, donc là, on compare un modèle tomographique développé par le groupe d'Utrecht et les reconstructions tectoniques, mais après avoir fait une correction de longitude en s'inspirant de ces modèles tomographiques. Et il se trouve qu'il faut cette correction de longitude n'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 20 degrés autour de 150 millions d'années.
Donc, en fait, ce genre d'études identifie les limites en profondeur des morceaux de lithosphère qu'on peut y trouver, d'après les modèles tomographiques, et les associe avec le début et la fin d'un épisode de subduction. Et donc, c'est ainsi, donc il faut faire quelques hypothèses tout de même. D'abord qu'on identifie bien ces régions bleues avec, que ce sont bien des plaques lithosphériques, c'est une hypothèse, et que les plaques s'enfoncent verticalement dans le manteau inférieur pour pouvoir donc les associer avec des limites de plaques anciennes à la surface. Mais bon, ça marche pas mal. Ici, on voit donc, on est presque à la limite noyau-manteau, on est à une profondeur de 2650 km. La limite noyau-manteau, c'est à 2900 km de profondeur. On voit une plaque qu'ils ont appelée la plaque mongole-Okhotsk, qui se trouve actuellement presque à la base du manteau et s'étend jusqu'à 1500 km de profondeur, donc sur une profondeur assez, un domaine de profondeur assez grand. Et donc on lui attribue un âge de 240 millions d'années qui correspondrait à une zone de subduction ici, donc au nord-ouest de l'océan Thétis. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la plaque Farallon, qui est une plaque disparue et qui ne correspond pas à une zone de subduction actuelle, qui est présente à cette profondeur-là, et on la voit depuis le bas du manteau jusqu'en haut du manteau inférieur. Et on l'associe avec une subduction qui aurait commencé au début de l'ère jurassique, à environ 200 millions d'années. Ensuite, dans la mer Égée, ici, cette subduction qu'on voit à 1300, qu'elle atteint 2000 km de profondeur, on l'associe avec une subduction qui aurait commencé environ 171 millions d'années. Donc, voilà, donc ça c'est basé sur un certain nombre d'hypothèses, mais on peut corréler, essayer de voir comment marche la corrélation entre l'âge de la plaque telle qu'on l'obtient par la reconstruction tectonique et la profondeur à laquelle elle se trouve, et on trouve une assez impressionnante corrélation qui nous donne aussi, encore une fois, des renseignements sur la vitesse moyenne d'enfoncement des plaques dans le manteau inférieur, qui trouve ici de l'ordre de un peu plus d'1 cm, 12 mm, plus ou moins 3 mm par an. Donc on avait trouvé 2 cm par an dans l'étude précédente, mais disons, vu les incertitudes, c'est assez cohérent. Et donc, encore une fois, un contraste de viscosité d'un facteur de 2 ordres de grandeur entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ces auteurs disent aussi qu'ils peuvent associer tous les restes de plaques à la base du manteau, tout ce qu'ils voient jusqu'en bas du manteau, avec des systèmes de subduction qu'ils peuvent reconnaître datant de moins de 300 millions d'années. Et donc, ce qui voudrait dire qu'on ne voit plus les plaques au-delà de 300 millions d'années. Et si on convertit les anomalies de vitesse en température, bon, c'est un exercice un peu délicat, on obtient une anomalie de température de l'ordre de 100 degrés Celsius. Et donc, au fur et à mesure où elles s'enfoncent, elles vont se réchauffer dans le manteau ambiant et on les perd à 300 millions d'années. Mais ça, c'est une interprétation qui est un peu controversée à l'heure actuelle. En tout cas, ce genre d'études continue et on essaie de quantifier ça de plus en plus. Il y a divers modèles tomographiques. Chaque modèle tomographique a des images un tout petit peu différentes les uns des autres. Et donc, dans cette étude-là, c'est une étude qui a essayé d'être statistiquement rigoureuse. Ils ont pris plusieurs modèles tomographiques, ils en ont fait un espèce de modèle tomographique composite
avec des incertitudes sur la position de ces zones. Ici, donc, la plaque Farallon, ici, la zone de la mer Égée, qui donc donne une idée de genre de précision qu'on peut avoir sur ce genre d'études. Et donc, ils ont associé ces anomalies de vitesse sismique, ici en l'occurrence des vitesses de cisaillement, avec la position des zones de convergence il y a 70 millions d'années, et en tiré cette fois-ci des corrélations plus quantitatives, montrant que, alors ici c'est encore une fois, en fonction du temps, la profondeur à laquelle se trouvent les plaques, donc ça c'est le temps où ont été reconstruits les plaques tectoniques qui à cette époque-là étaient à la surface, correspondaient à une zone de subduction active, et ils peuvent suivre ça jusqu'à environ 2300 km de profondeur, donc plus la couleur est foncée, plus la corrélation est bonne. Et on retrouve, on confirme des vitesses de pénétration de plaques de l'ordre de 1 à 2 cm par an dans le manteau inférieur. Et disons que l'intérêt de ces études, c'est que c'est maintenant plus quantitatif, avec des incertitudes associées, et a confirmé qu'on pouvait utiliser les plaques telles qu'on les voit dans le manteau inférieur comme référentiel absolu pour les mouvements des plaques en surface. Ce qui est important, je reviendrai sur ces référentiels un peu plus tard. Et cette question de la paléolongitude globale dans les mouvements les reconstructions tectoniques est importante. Dans cette étude-là, il propose que l'hypothèse qu'on fait souvent d'un continent africain qui aurait été stationnaire depuis 130 millions d'années serait confirmée par cette étude. L'Afrique bouge très peu, elle bouge de l'ordre de moins d'1 centimètre par an, et donc il paraîtrait qu'on peut considérer qu'elle a été stationnaire depuis assez longtemps. Et ils disent que profondeur plus grande que 2300 km, donc pour les âges plus grandes que 130 millions d'années, les corrélations ne sont pas robustes. Et donc ces conclusions que l'étude précédente avait tirées sur le fait qu'on voyait les plaques tectoniques jusqu'à 300 millions d'années est peut-être remise en question. Et finalement, je voulais parler quand même aussi d'un autre. Donc on a parlé de ce qui se passe à 1000 km de profondeur, qu'on voit dans les zones de subduction. On a parlé des reconstructions tectoniques possibles, de la correspondance entre les reconstructions tectoniques de surface et ce qu'on voit dans le manteau profond. Mais il y a aussi les études de la graine. Alors vous pouvez me demander qu'est-ce que ça a à voir avec l'étude de la graine. Alors bien sûr la Terre a eu un noyau liquide et une graine solide d'environ 1200 km de rayon qui est formée de terre, de fer, de cristaux de fer encore plus purs que le noyau externe. Les impuretés dans le noyau externe, c'est de l'ordre de 10% en masse d'éléments plus légers que le fer. Et la graine n'en contiendrait que moins de 5%. Alors, les ondes du noyau, donc, on a jusqu'à présent regardé les ondes qui se propagent dans le manteau, les ondes P, les ondes S, etc. Mais il y a des ondes qui plongent très profondément vers l'intérieur de la Terre à partir d'un séisme et qui vont se réfracter et plonger encore plus profondément à la limite noyau-manteau et donc réapparaître à des très grandes distances. Ici, on voit, ça c'est les discontinuités de 410. La zone des secondes, c'est la base du manteau, peu importe. Mais à cause de ces différences de vitesse sismique, on a une diminution de vitesse
à la limite noyau-manteau et une augmentation de vitesse à la limite noyau externe graine, on va avoir en fait une triplication, donc 3 ondes qui vont arriver l'une après l'autre, une première qui va se propager uniquement dans le manteau externe, qu'on appelle AB, une autre qui va se propager dans le noyau externe mais plonger plus profondément et raser la graine, mais toujours dans le noyau externe, qu'on appelle BC, qui n'est visible qu'à un certain domaine de distance, et l'onde PKP-DF qui, elle, traverse le noyau, la graine. Et donc, on utilise ces ondes tout ensemble pour étudier la graine. En général, on regarde les temps de propagation différentiels, donc la différence entre les temps de propagation de ces deux ondes-là. On aime bien faire ça parce que ça permet de s'affranchir des anomalies accumulées dans le manteau et d'autres sources d'erreurs comme les erreurs sur la localisation du séisme. En tout cas, tous l'effet des hétérogénéités du manteau qui sont considérables. Donc on suppose qu'en regardant la différence entre ces deux ondes-là, entre les temps de propagation de ces deux ondes-là, on va voir dans le noyau externe qui est liquide, les anomalies de densité sont très faibles, on pense de l'ordre de 10 puissance moins 9, elles sont invisibles sismiquement. Donc si on voit des anomalies, elles viendraient de la graine. Alors, est-ce qu'on a vu, c'est dans les années 80, il y a déjà 40 ans, non, 30 ans, donc, oui, 30 ans, on a observé que les ondes du noyau qui se propagent le long de trajets qui sont parallèles à l'axe de rotation de la Terre se propagent plus vite que celles qui sont sur des trajets équatoriaux, des trajets perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre, je l'ai indiqué dans la figure suivante, elle n'est pas dans celle-ci. Et donc, en fait, on a cet angle que fait le trajet dans la graine avec l'axe de rotation de la Terre, qu'on appelle en général xi. Et quand on regarde l'anomalie de temps de propagation en fonction de xi, on trouve qu'elle s'envole pour les trajets parallèles à l'axe de rotation de la Terre, donc qui seront plus rapides que les équatoriaux. Et on peut expliquer ça, on a expliqué ça par la présence d'anisotropie. L'anisotropie, c'est donc des propriétés différentes, de propagation différentes dans des directions différentes dans ce cas-là. On peut expliquer par une anisotropie de type très simple, ce qu'on appelle une anisotropie à symétrie cylindrique avec un axe de symétrie parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et on peut représenter alors les variations de la vitesse en fonction de cet angle en faisant intervenir 3 coefficients. Donc c'est des variations en cosinus carré de cet angle-là, donc une parabole en cosinus carré de cet angle-là que vous voyez ici, fité les données. Et ces coefficients sont des combinaisons linéaires des paramètres élastiques donc de la graine. Alors, pourquoi cette anisotropie? On sait que le fer, la structure cristalline de fer existe en sous trois formes, 2 formes cubiques, FCC et BCC, sont cubiques centrés et à face centrée, et une forme hexagonale, HCP, Hexagonal Close Pack, qui est la forme qui est la plus probablement existe aux conditions de température et de pression de la graine. Et donc cette structure hexagonale est intrinsèquement très anisotrope, et donc on peut imaginer que pour une raison ou une autre, une raison dynamique ou disons, liée à la formation de la graine, quand la graine donc croît au cours du temps, vont s'aligner avec donc l'axe de rotation de la Terre. Donc ça, c'est un modèle très très simplifié, mais qui explique au premier ordre ce genre d'observation. Alors, voilà, donc ça c'est pour dire que c'est ce modèle-là qui est le modèle de cristallin du fer le plus probable dans la graine. Alors, ce qui a beaucoup
qui m'a beaucoup intrigué, moi, pendant très longtemps, c'est qu'en fait, quand on regarde les données, donc ici c'est la même chose, mais renversée, donc vous avez l'anomalie de temps de propagation en fonction de cet angle xi qui est toujours le même, hein, ici, donc l'axe de rotation de la Terre et le trajet. Donc ça, c'est les trajets polaires, hein, parallèles à l'axe de rotation de la Terre, avec les grandes anomalies, et donc avec les trajets plus rapides dans la graine, et ici, donc, les trajets équatoriaux à 90 degrés. Et en fait, quand on regarde les données, bon, on n'a pas beaucoup de données aux angles très très faibles, parce qu'on n'a pas de séisme au pôle nord ni au pôle sud. Et donc on a du mal, enfin il y en a quelques-unes, mais dans cette étude-là, je voulais la montrer très spécifiquement parce que vous voyez qu'on a une tendance comme ça, jusque vers 25 degrés d'angle xi, et puis on a des données ici qui s'écartent tout à coup soudainement. Et c'est interprété en termes de cette relation parabolique, de cette anisotropie simple de la graine, mais en fait, ça ne colle pas vraiment avec les données. Ça a tendance à favoriser ces données-là qui sont plutôt anormales. Et ces données-là, la plupart proviennent d'un trajet très particulier entre les îles Sandwich du Sud, ici au large de la pointe de l'Amérique du Sud, et l'Alaska. Et avec des stations en Alaska. Donc, séisme ici, c'est une petite zone de subduction qu'il y a ici et observée en Alaska. Et donc, le problème, c'est que si on inclut ces données, on trouve une anisotropie plus forte dans la graine que si on ne les inclut pas. Or, cette anisotropie plus forte, là, en vert, c'est les données de ce trajet-là, hein, avec pas mal de séismes et pas mal de stations, ça donne un nuage de points. Encore une fois, ici, c'est le même angle toujours, avec 0 les trajets polaires et 90 les trajets équatoriaux. L'anomalie très forte, alors c'est BC moins DF, AB moins DF, donc DF plus rapide que AB et DF plus rapide que la phase qui ne passe pas dans la graine. Ce genre d'anisotropie, enfin, ça donne des valeurs de l'anisotropie qui est en plus de 5%, 5, 6, même 8% pour certains modèles, ce qui est difficile à expliquer du point de vue minéralogique. Alors que si on les enlève, on trouve quelque chose qui est déjà plus raisonnable. Alors il se trouve que ces anomalies sur ce trajet ont quand même une structure très particulière. Ici, c'est les anomalies dessinées en fonction du point de la position du point d'entrée de l'onde AB dans le noyau. On voit une espèce de gradient, ça c'est l'anomalie plus rapide vers des ondes plus rapides d'ici plus près de l'Alaska et moins rapides là. Et récemment, il y a eu un déploiement de sismomètres large bande considérable. Elles n'ont pas été installées tout en même temps, mais sur une période de 5 ans, dans l'Alaska, un effort considérable. Je ne sais pas si vous vous imaginez, parce qu'il y a des montagnes, c'est très inaccessible comme endroit. Et ces stations ont permis donc de récolter des données tout à fait nouvelles qui ont permis le développement de modèles tomographiques de la région. Alors l'Alaska, c'est aussi une zone de subduction. Vous avez ici la fosse en mauve et la zone volcanique en rouge, les volcans actifs. Et c'est des travaux en cours, mais il y a déjà une publication publiée il y a 3 ans sur l'ensemble des données récoltées dans les stations qui existaient à l'époque, qui sont les triangles verts, qui a permis de cartographier, d'imager cette zone de subduction pour la première fois avec quelques précisions. Alors ici, ces auteurs ont fait 2 modèles, un modèle à partir des temps de propagation télésismique des ondes P et un autre à partir des temps de propagation télésismique des ondes S. Et vous voyez qu'on voit la trace, ici c'est des cartes à différentes profondeurs, 100, 200, 300, 400 km de profondeur. On voit la trace en bleu ici de cette zone de subduction
au fur et à mesure où on s'enfonce. Et en coupe, ça donne ça. Ici le modèle S, ici le modèle P, c'est des coupes différentes qui montrent, en rouge c'est la sismicité qui étonnamment dans cette région s'arrête à 200 km de profondeur, alors qu'on voit bien la plaque continuer à plus grande profondeur. Alors donc à partir de ce genre de modèle qu'on a maintenant, on peut regarder l'effet de cette plaque sur les temps de propagation qui viennent donc presque verticalement aux stations de l'Alaska à partir donc des îles du Sandwich du Sud. Et on a trouvé que, en fait, elles sont très affectées par cette zone de subduction. Et bon, ces cartes ne sont peut-être pas très claires, mais elles donnent les anomalies de temps de parcours colorées par leur amplitude. Donc ici, c'est des temps de parcours, des secondes. Ici, on voit l'effet de la zone de la plaque dont on voit le pourtour à 100 km de profondeur. Ça, c'est ce qu'on observe. Et ça, c'est ce qu'on prédit. Bon, cette carte n'est pas géniale. Qu'on prédit à partir, en tenant compte de la traversée de la zone de subduction. Et on voit une très bonne corrélation entre les prédictions et les observations, mais avec une pente qui devrait être de 1. On devrait avoir la diagonale ici si les prédictions étaient parfaites. Mais comme d'habitude, on a un modèle tomographique, donc on a des amplitudes qui sont sous-estimées à cause des problèmes de régularisation, comme je vous ai expliqué précédemment. Et donc, simplement, les anomalies ne sont pas assez fortes. Si on multiplie par 2 l'amplitude des anomalies, donc les variations de vitesse, on arrive, on a quelques problèmes ici dans les zones... dans ces zones-là, mais on arrive à déjà bien expliquer les anomalies observées. Et ça permet d'expliquer au moins 2 secondes dans les anomalies de temps de parcours dans les zones du noyau. Et donc, il semblerait que c'est cette zone de subduction qui affecte de manière significative les ondes du noyau et qu'on ne peut pas vraiment faire l'hypothèse que même en faisant le temps différentiel entre l'onde qui traverse la graine et l'onde qui ne traverse pas la graine, on ne s'affranchit pas vraiment suffisamment des effets d'hétérogénéité latérale du manteau. Et donc, avant d'attribuer ces anomalies à la graine, il faut vraiment développer des modèles tomographiques de plus en plus précis pour vraiment pouvoir éliminer les effets du manteau. Alors, voilà, la propagation des ondes du noyau dans la plaque de l'Alaska peut expliquer jusqu'à 3 secondes d'anomalie dans les ondes du noyau, ce qui ramène le modèle d'anisotropie de la graine à des valeurs plus en accord avec ce que nous suggèrent les physiciens des matériaux. Donc voilà, je vais faire une petite pause parce que je pense que ça serait utile. Ensuite, je n'ai pas encore tout à fait fini la section des ondes de volume. Mais voilà, donc 3 applications en dehors de simplement la curiosité de savoir ce qui se passe dans le manteau, 3 applications intéressantes de ces modèles tomographiques d'ondes P dans les zones de subduction. Voilà, si vous avez des questions, donc 5 minutes de pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire une petite déviation pour quand même parler de ces noyaux de fréquence finie pour les temps de parcours des ondes sismiques de volume qu'on a regardées jusqu'à présent. Donc, vous vous souvenez, on avait relié le temps de parcours ou l'anomalie de temps de parcours d'une onde P ou une onde S à la vitesse du milieu traversé dans le cadre de la théorie des raies, qui est une approximation de fréquence infinie. On suppose que la propagation se fait sur un ray infiniment petit
et que l'onde n'est sensible que le long de ce ray. Elle n'est pas sensible aux variations de structure en dehors du ray. Et ça s'écrivait de cette manière-là. Hein, il y avait un signe moins entre la vitesse et les anomalies de temps. Et si on connaît le modèle de vitesse de référence, on peut appeler ça un noyau et qui est multiplié par l'anomalie de vitesse qu'on recherche. Donc, ça, c'est la théorie des rays. Donc, ce terme-là qu'on connaît dans le modèle de référence, c'est ce qu'on appelle le noyau de Fréchet, le noyau de sensibilité. Mais si on regarde un peu plus loin, en fait, les ondes, elles ont un contenu fréquentiel fini. Et en fait, ça veut dire qu'elles ont une longueur d'onde, en particulier une longueur d'onde latérale, qui fait qu'elles échantillonnent plus que le ray infinitésimal. Et donc, on fait intervenir une théorie qui est la théorie de la diffusion au premier ordre. Et à ce moment-là, on va remplacer cette intégrale le long du ray, donc une intégrale que je vais appeler 1D, une seule dimension le long du ray, par une intégrale de volume. Et dans ce cadre-là, on peut tenir compte de la longueur d'onde à chaque fréquence et on va écrire que l'anomalie de temps de propagation est reliée à l'anomalie de vitesse donc dans le milieu par un noyau volumique cette fois-ci qui bien sûr va se réduire à fréquence infinie, va se réduire à ce noyau-là. Alors, cette théorie de la diffusion au premier ordre, c'est quand vous avez un trajet entre une source et une station, en général, vous ne considérez que ce qui se passe le long de ce trajet. Par contre, s'il y a des hétérogénéités en dehors du trajet, vous pouvez très bien avoir une influence de cette hétérogénéité. Si l'onde, je ne sais pas si ce schéma est très clair, si l'onde a une certaine, disons, un domaine de sensibilité en dehors du trajet lui-même, qui va donc, elle va se interagir avec cette hétérogénéité. Au premier ordre, ça veut dire qu'elle interagit uniquement avec une hétérogénéité à la fois. Parce qu'aux ordres suivants, elle peut interagir avec celle-ci et ensuite avec celle-là, etc. Bon, c'est peut-être pas très très clair ça, mais en tout cas, les noyaux donc, de sensibilité dans ce cadre-là deviennent donc des volumiques et en coupe. Ici, c'est une coupe verticale. On obtient ce genre de noyau. Donc, ça, c'est l'amplitude du noyau, donc, qui est le plus fort quand c'est rouge. Donc, le ray, il est au milieu ici. Et vous voyez que c'est pour les temps de propagation, les premières arrivées, il est creux. On appelle ça une banane, en fait. Et alors ça a beaucoup fait donner lieu on a utilisé beaucoup d'encre à ce sujet. Pourquoi il y avait un trou au milieu? En fait, c'est parce qu'on a déjà tenu compte d'un modèle moyen à l'extérieur, et c'est uniquement les perturbations dues à des diffuseurs uniques autour du ray qui interviennent ici. Donc, un peu différent pour les ondes P que pour les ondes S, puisqu'elles n'ont pas les mêmes longueurs d'onde. Et juste pour rappel que ce noyau-là, je le montre en fonction de vitesse, mais en fait, les temps d'arrivée dans ce cadre-là peuvent aussi dépendre un peu de la densité. Ici, c'est les vitesses, l'anomalie de vitesse. Bon, j'aurais dû l'écrire avec un V, et l'anomalie de densité. Bon, ça c'est un détail. Et bon, il faut alors raisonner en termes de zone de sensibilité autour du ray, qui est la zone de Fresnel, qui a un diamètre de racine de lambda L, où lambda est la longueur d'onde de l'onde et L la longueur du ray. Alors ici, vous voyez encore les ondes P à différentes périodes, qui vont avoir, plus la période est longue et plus elles vont échantillonner loin du ray.
Et ça, c'est en coupe. Hein, en faisant la coupe perpendiculaire à celle-ci, on voit ce trou, et c'est ce qu'on a appelé le donut pour le gâteau américain, qui a un trou, le beignet américain avec un trou. Et alors, tenir compte de cette fréquence finie, hein, de ce contenu fréquentiel fini, est important, en particulier quand on veut combiner dans les modèles tomographiques des données de contenu fréquentiel différents. Si on veut combiner des ondes P qui, en général, sont de courte période, en général autour d'1 seconde, mais par exemple, les ondes qui se réfléchissent à la surface de la Terre, les ondes PP, on les mesure souvent plutôt à 10 secondes. Ensuite, bien sûr, on peut regarder dans différentes bandes de fréquences. Il y a aussi un autre problème intéressant, c'est que si vous avez une anomalie de vitesse lente, hein, donc une anomalie dont la vitesse est plus lente que disons que le milieu environnant, comme on s'attendrait à voir dans un panache, vous voyez bien que si vous envoyez une onde à travers cette anomalie, la première arrivée ne va pas passer à l'intérieur. La première onde qui va arriver, c'est une onde qui aura fait le tour au sens de la théorie des raies, hein, parce que les vitesses sont plus rapides ici qu'à l'intérieur. Et donc, si vous mesurez la première arrivée au sens de la théorie des raies, en fait, cette anomalie négative peut être invisible ou très atténuée. Il faut vraiment regarder plus à fond à l'intérieur de l'onde et au sens des fréquences finies pour pouvoir vraiment imager des anomalies de vitesse lente de faible envergure. Et on peut, en particulier, si on n'en tient pas compte, on peut sous-estimer l'amplitude des anomalies de vitesse lente si on utilise la théorie des raies par disons, c'est assez considérable. Alors, en appliquant cette théorie de fréquence finie, regardons maintenant, du point de vue des ondes de subduction, ça ne change pas grand-chose parce que c'est des anomalies de vitesse rapide, donc la première arrivée, c'est la première arrivée, elle voit la vitesse rapide. Par contre, du point de vue des anomalies lentes, ce modèle, ça a été le premier modèle qui a, disons, suggéré qu'en fait, on voyait les panaches à l'intérieur du manteau jusqu'en bas du manteau. Alors, ils ont donc utilisé les temps de parcours qu'ils ont interprétés en termes de cette théorie dans le cadre de cette théorie de fréquence finie, en mélangeant des temps de parcours à différentes périodes, des bulletins, je vous ai parlé des bulletins de l'International Seismological Center, de courte période, des mesures qu'ils ont fait eux-mêmes à plus longue période, avec différentes... Et donc ils ont fait une inversion. Bon, pour la technique, ils ont aussi perturbé les paramètres du séisme, c'est-à-dire la localisation hypocentrique du séisme, qui peut varier en fonction du modèle. Et ils ont obtenu, alors ici ils montrent ces coupes spectaculaires. Bon, c'est des coupes qui sont localisées en dessous juste des volcans de point chaud, ici Hawaï, Kerguelen, Samoa et Tahiti, où on a vraiment l'impression de voir en continuité des anomalies lentes qu'on peut suivre dans certains cas jusqu'à 2000 km de profondeur, dans certains cas jusqu'en bas. Alors cet article, enfin, cette série d'articles a fait sensation. Ici, c'est en coupe, on voit le modèle au niveau global, et on voit certaines, ici c'est le volcan de la Réunion, ici c'est Hawaï, on voit ces structures, ici je pense c'est les Açores, et etc. On voit ces structures qui se prolongent dans le manteau. Mais ce qui a été critiqué, c'est que même avec les fréquences finies, la couverture globale avec ces ondes P n'est toujours pas vraiment suffisante, dans les océans en particulier, et c'est dans les océans qu'il y a les volcans de point chaud principaux.
et donc qu'en fait, il est possible qu'ils aient étalé les anomalies qui seraient superficielles dans les premiers 200 km de profondeur. Disons, ici c'est plus, je pense que ça c'est 660 km de profondeur, mais disons dans le manteau supérieur qu'ils auraient étalé à cause du manque de résolution, du manque d'illumination qui jouerait un rôle plus important que l'introduction des fréquences finies. D'autre part, il y avait aussi des sceptiques. Ici, c'est des coupes dans ce modèle. Ici, des coupes verticales, encore une fois autour de Hawaï. Ici, c'est les volcans du Sud-Pacifique avec les Marquises, Tahiti, Pitcairn, l'Islande, Kerguelen, etc. Où on voit ces anomalies rouges, donc lentes, vitesse lente, moins 1% par rapport à la moyenne. Mais il faut y croire pour vraiment les prolonger de manière continue. Disons, voir que cette anomalie-là serait liée à celle-ci, etc., demande, enfin, c'est sujet à controverse. Donc, ces études étaient très importantes, mais elle n'a pas vraiment résolu à l'époque la question de l'existence de panache dans le manteau inférieur. Alors, il y a eu d'autres efforts, par exemple, ici autour de Hawaï. Donc, le problème de Hawaï, c'est qu'il y a une île de faible envergure. Si le panache est juste en dessous et qu'on a des stations que sur l'île de Hawaï, on ne va pas pouvoir vraiment... voilà, on ne va pas pouvoir vraiment résoudre la structure en profondeur parce qu'on ne va pas avoir de raies qui se croisent dans un domaine suffisant de profondeur. On aura des raies qui se croisent uniquement très superficiellement. Donc, il faut augmenter l'ouverture du réseau et pour ça, il faut installer des stations en fond de mer. Ce qui a été fait par cette étude, donc un groupe en particulier de l'université de Hawaï, mais pas seulement, qui ont installé à grande peine des stations fond de mer jusque plusieurs centaines de kilomètres autour de Hawaï. Mais même ça, ça n'a pas suffi. Ils ont bien sûr pu confirmer qu'il y avait une anomalie. Donc ça, c'est des coupes verticales. Nord-ouest-sud-est, c'est celle-là, et sud-ouest-nord-est. Elles ont confirmé l'existence d'anomalies lentes sous le volcan, d'ailleurs pas tout à fait sous, il est un peu décalé, et aussi apparemment une structure lente en profondeur. Mais encore une fois, les données utilisées, les raies ne se croisent que dans la partie superficielle, et il est possible que cette anomalie-là soit simplement l'étalement d'une anomalie qui serait plus superficielle ou qui aurait été récupérée à la base du manteau, l'étalement le long du ray. Donc encore une fois, une étude intéressante, mais qui n'a pas convaincu les sceptiques. Alors dans ce domaine, il y a quand même un effort considérable pour améliorer les choses. Et je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Mermaid, donc sirène de mer en anglais, qui est un projet de bouée qui flotte dans l'océan librement emportée par les courants océaniques, et sur lesquels sont montés des hydrophones qui vont mesurer la pression dans l'eau, qui donc va mesurer aussi, puisque l'eau n'est pas très compressible, s'il y a des variations de pression provenant d'ondes sismiques, elles vont les récupérer. Et ces bouées sont d'abord enfouies, elles plongent en profondeur, de l'ordre de 1000 mètres de profondeur ou plus. Et monté en haut de ces instruments, il y a donc une antenne combinée GPS pour donner la localisation et le temps, et Iridium qui permet d'envoyer les données par satellite à des stations qui récupèrent ces données.
Et donc les bouées remontent, il y a un système qui permet, de flottaison qui permet aux bouées de remonter quand elles ont détecté un séisme et d'envoyer les données. Alors évidemment, Iridium ne permet pas d'envoyer un très grand nombre de données. En fait, ils envoient les données détectées au moment de l'arrivée d'une onde P et pour quelques dizaines de secondes, ici comme donné dans cet exemple. Alors, on mesure donc la pression, mais on mesure le temps d'arrivée de l'onde P, et l'idée, c'est d'essayer d'avoir de ces bouées partout dans les océans pour pouvoir couvrir les océans d'enregistreurs d'ondes P, et donc idéalement, quand on en aura beaucoup, on pourra avoir une résolution bien meilleure dans les océans, sinon parfaite dans les océans. Alors, l'idée, c'est une idée qui vient des océanographes. Il y a un système comme ça qui fait des mesures océanographiques, donc dans l'eau, des paramètres de l'eau qui s'appellent Argo, et qui existe depuis déjà pas mal de temps. Et donc ça, c'est la version sismologique. Et donc ils ont fait des tests, ils ont calculé comment ils pourraient, s'ils ont 300 flotteurs mermaid, comment ils pourraient couvrir les océans. Vous voyez les points rouges ici, partout. Et s'ils en avaient 1000, ça donnerait cette couverture. Et donc, ça c'est la densité des raies correspondant à différentes profondeurs de la Terre. Et vous pouvez comparer entre ce qu'on peut faire avec uniquement les données de bulletin ISC, qui sont donc uniquement sur les continents avec juste quelques îles, et qui donnent une couverture continentale très bonne, mais peu de couverture, surtout dans l'hémisphère sud, avec 300 bouées. Donc là, on augmente la couverture dans les océans très significativement, et avec 1000, évidemment, on va rajouter les données sur les continents pour augmenter de manière globale. Donc ça, c'est, disons, l'espoir. Ils ont fait des tests de résolution qui montrent... Donc ici, vous voyez un damier, comme je vous ai montré la dernière fois, qui montre comment on pourrait améliorer la résolution dans les océans de cette manière. Alors, on n'en est pas encore là. Enfin, non, on n'en est pas encore là, mais les premiers articles sortent. Ici, c'est basé sur... je ne sais pas combien ils avaient de capteurs, j'ai oublié de regarder, mais donc qui se sont déplacés autour des îles de Galapagos, donc un point chaud, et ils ont construit un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais on a quand même l'impression de voir en dessous donc des îles Galapagos qui sont à peu près ici, un conduit de vitesse lente. Donc le système s'améliore de plus en plus. Il y a des questions de détection des ondes et ensuite de bien déterminer la première arrivée. Et donc c'est progresse. Actuellement, il y a une 50aine de bouées et on peut suivre qui sont contribués par... C'est un effort international. Il y en a 9 qui sont contribués par les Japonais, 2 par l'Université de Nice, GeoAzur, 16 l'Université de Princeton. Et le projet a été commencé par Husnolet et Frédéric Simons à l'Université de Princeton il y a une quinzaine d'années. Ils ont commencé à réfléchir à ça et à construire ce projet. Et 23 chinoises, et on peut suivre, si vous allez sur ce site web, vous trouverez la position actuelle de tous ces bouées. Voilà. Alors, voilà. Ceci conclut la partie sismologie, donc imagerie sismique à partir des ondes télésismiques P ou S. Il y a des mathématiciens qui ont écrit un article il y a quelques années
qui a démontré que si on avait une couverture parfaite avec juste les temps de propagation des ondes P, on aurait une résolution parfaite de la structure interne de la Terre. Alors, bon, c'est très bien du point de vue mathématique, du point de vue pratique, on en est encore assez loin et il faut trouver d'autres moyens pour, en attendant, améliorer notre connaissance de l'intérieur de la Terre. Alors, donc, là, je vais changer un peu de thème et je vais parler des ondes de surface. Les ondes de volume télésismiques, elles n'échantillonnent pas bien les océans à l'heure actuelle, ça on a bien compris. Par contre, on peut y remédier en introduisant les ondes de surface. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler la distribution des séismes et des stations qu'on a à l'heure actuelle. Bon, ce n'est pas toutes les stations, mais ça donne un bon échantillon. Et vous voyez qu'à travers les océans, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des très longs trajets qui, en particulier dans le manteau supérieur, vous n'avez pas de bonne illumination avec ces ondes P. Ah, d'accord. Mais heureusement, il y a les ondes de surface qui arrivent après les ondes de volume, qui se propagent le long de la surface. Et donc, je vais les introduire un peu. On en a deux types, aussi bien comme on a deux types d'ondes, les ondes de compression et les ondes de cisaillement. On a des ondes de Love et des ondes de Rayleigh. Et leur propriété particulière, c'est que ce sont des ondes dispersives, c'est-à-dire que leur vitesse de propagation à l'intérieur de la Terre dépend de leur fréquence. Alors, l'énergie diminue en profondeur, elles arrivent après les ondes de volume, elles contiennent l'essentiel de l'énergie longue période, donc toutes les périodes supérieures à 30 secondes sont dans les ondes de surface, et elles ont des grandes amplitudes. Vous voyez dans ce sismogramme, les ondes de surface dominent l'enregistrement. Alors, les deux types d'ondes, c'est les ondes de Rayleigh qui correspondent à un mouvement de particules au fur et à mesure qu'elles se propagent, donc à un endroit donné, elles perturbent le milieu avec un mouvement particulier elliptique rétrograde dans la direction de propagation, donc dans un plan vertical, puisqu'elles se propagent le long de la surface de la Terre. Par contre, l'onde de Love correspond à un mouvement particulier qui est linéaire dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc, on va les observer sur différentes composantes des sismomètres. Et voici un enregistrement dans une station qui a trois composantes, en général nord, est et verticale. Et on va pouvoir, si on sait où est le séisme, on va pouvoir faire une rotation des composantes horizontales pour les ramener à la direction de propagation entre la source et la station et la direction perpendiculaire. Et c'est là qu'on va voir se séparer les ondes de Rayleigh, on va les voir sur la composante verticale et la composante le long donc parallèle à la direction sur station, la composante R ou L, on l'appelle parfois. Et par contre, les ondes de Love vont être visibles sur la composante transverse, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction horizontale de propagation. Et vous voyez, les ondes de Love se propagent plus vite que les ondes de Rayleigh, elles ont un caractère un peu différent. Donc, je vous rappelle simplement que pour un fort séisme, on peut suivre ces ondes qui font le tour de la Terre plusieurs fois, dans un sens et dans l'autre. On voit apparaître, ici c'est pour des ondes de Rayleigh, sur la composante verticale, des trains d'ondes. À chaque fois que l'onde passe au-dessus de la station, on a une arrivée d'énergie qui s'estompe au fur et à mesure parce que la Terre n'est pas parfaitement élastique. Donc elles sont dispersives. Et ça, c'est important, c'est cette propriété-là qu'on utilise pour les étudier. Donc ici, pour donner un exemple, on a un sismogramme complet, ici, donc, montrant une onde de Love sur une composante transversale. Et on l'a filtré, ce sismogramme, en isolant autour d'une période particulière, ici autour de 14 secondes, 19, 28, 51, 509 secondes. Et vous voyez... Bon, les oscillations sont de plus en plus espacées puisque la longueur d'onde est plus grande et on voit que les ondes de longue période arrivent ici, à 100 secondes, arrivent plus tôt que les ondes de 14 secondes. Donc on va utiliser cette propriété-là, donc de dispersion, et ces propriétés sont quantifiées
deux types de quantification. Une en termes de vitesse de phase, qui est la vitesse de propagation d'un pic ou d'un nœud particulier, on va suivre en fonction du temps, ou la vitesse de groupe, c'est la vitesse d'un groupe particulier d'ondes. Et donc dans ce qui suit, je vais vous parler pratiquement que de la vitesse de phase, mais on va pouvoir relier la phase, donc est-ce que c'est un zéro, est-ce que c'est un maximum, en fonction du temps, à la vitesse de phase par une expression comme ceci, où x c'est la distance, ici c'est la période, mais exprimée en termes de fréquence angulaire, donc 2π sur la période. Et donc ce qu'on va mesurer, c'est la phase, on va en déduire, connaissant la distance et la période, la vitesse de phase mesurée entre la source et la station. Et on peut faire la même chose pour les vitesses de groupe. Donc la propriété de dispersion, et en plus, l'amplitude diminue avec la profondeur, mais elle diminue d'une façon qui dépend de la période, et plus l'onde est de longue période et donc de grande longueur d'onde, et plus elle va pénétrer profondément. Et donc on va pouvoir calculer la sensibilité, ici c'est des noyaux de sensibilité, à quelle profondeur l'onde est surtout sensible à la structure. Et vous voyez ici, on va comparer ici à des ondes de Love, LC c'est des ondes de Love entre 10 et 20 secondes. Donc à 10 secondes, très juste superficielle, la structure dans les premiers 20 km, et à 20 secondes, on voit que l'onde de Love échantillonne une plus grande profondeur. Pour les ondes de Rayleigh, c'est les courbes mauve, bleu et jaune. On voit aussi, à 20 secondes, la sensibilité maximum est autour de 10-15 km de profondeur. Par contre, à 60 secondes, on atteint jusqu'à 100 km de profondeur. Donc ça va nous permettre, en regardant en fonction de la fréquence les vitesses de ces ondes, par la vitesse de la phase de l'onde, on va pouvoir échantillonner de plus en plus profond dans l'intérieur de la Terre, mais on voit qu'on perd un peu de résolution en profondeur, puisque la sensibilité s'étale sur de plus grandes profondeurs, plus on est à longue période. Elle n'est plus aussi centrée sur une profondeur donnée. Donc, on peut voir que les ondes de longue période vont nous renseigner sur la structure du manteau profond, et les ondes de courte période vont nous renseigner plutôt sur la croûte. Et c'est aussi ce qu'on espère voir sur Mars. C'est en regardant la dispersion des ondes de surface si nous en observons, mais jusqu'à présent, on n'en a pas observé d'ondes de surface qui impliquent que les séismes sont assez profonds, parce que plus le séisme est superficiel et plus il va engendrer des ondes de surface. On peut comprendre aussi à partir de ça. Et les ondes de surface, une autre propriété, c'est qu'elles nous renseignent surtout sur la vitesse de cisaillement. Alors les modèles que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'était surtout des modèles d'ondes P, des modèles de vitesse de propagation des ondes P, de vitesse de compression. Et il y a aussi des modèles de vitesse S, mais quand il s'agit des ondes de surface, ce sera essentiellement la vitesse des ondes S. Elles sont aussi sensibles à la densité et à la vitesse des ondes P, mais pas suffisamment pour pouvoir modéliser on est obligé de faire des hypothèses sur comment varie la densité avec la vitesse des ondes S, comment varie la vitesse des ondes P en fonction de la vitesse des ondes S, pour pouvoir en tenir compte. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ici, je vous montre la carte des âges des fonds marins. Donc, à partir du magnétisme, des anomalies magnétiques sur les océans, et des inversions du champ magnétique, on a pu établir l'âge des fonds marins, avec aussi des échantillonnages des carottes dans certains endroits. Et donc on voit par exemple ici, on voit bien la dorsale Est-Pacifique, donc qui est un âge très jeune, et les océans de plus en plus vieux, jusqu'à 180 millions d'années, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'océan plus vieux qu'environ 180 millions d'années, ni dans l'océan Pacifique, ni ailleurs.
on va voir ici, sur cette zone-là, donc reproduite ici, on voit encore la dorsale est-pacifique. Ici, les différentes limites de plaques. Et on va mesurer les vitesses de phase sur deux trajets. L'un qui longe la dorsale est-pacifique, donc qui traverse des régions jeunes, des régions d'âge jeune, donc encore chaudes, encore, disons au sens géologique, lithosphère pas encore refroidie. Et au contraire, un trajet qui traverse perpendiculairement aux âges et qui va échantillonner des âges différents et plus vieux. Et on voit donc, alors la façon dont on représente ça, c'est on regarde la vitesse de phase ici en kilomètres par seconde en fonction de la période, puisque c'est les propriétés de dispersion. Et dans la station, ici Arequipa, en Amérique du Sud, on voit une certaine courbe de dispersion. Par contre, à Tucson, en Arizona, on voit que les vitesses de phase sont bien plus inférieures. Et ça reflète le fait qu'ils ont traversé des régions plus jeunes et donc plus chaudes et donc des vitesses plus lentes. Les ondes sont ralenties. Et donc, on peut en faire, la différence est assez considérable. Il n'y a pas de barre d'erreur ici, mais les barres d'erreur sont assez petites. Et donc, voilà, ça c'est pour simplement rappeler ce qui se passe au niveau de la dorsale, avec la plaque océanique qui se refroidit au fur et à mesure que son âge augmente, enfin, qu'elle s'écarte de la dorsale. Alors, le principe de la tomographie basée sur les ondes de surface, à part le fait que qu'il faut tenir compte de la fréquence, c'est similaire à ce qu'on faisait en tomographie des temps. On mesure des temps de parcours des ondes, mais en fonction de la fréquence. On fait l'hypothèse qu'elle se propage en général, on fait l'hypothèse qu'elle se propage le long du grand cercle, donc c'est un peu la théorie des raies appliquée les grands cercles, c'est la distance la plus courte entre une source et une station à la surface, et donc c'est comme une théorie des raies, mais simplement ce n'est pas des raies qui plongent, c'est des raies à la surface. Et pour chaque trajet, on a donc un ensemble de mesures à différentes périodes, c'est ces courbes-là, pour chaque trajet source-station. Et on va procéder en deux étapes. On va d'abord, à chaque période, on va prendre les données à une période donnée et à différentes stations autour du globe. Là, c'est pour montrer un peu l'échantillonnage avec les sources en vert, les séismes en vert et les stations en rouge. On va avoir tous ces trajets, donc on va quadriller le globe par ces trajets, donc, mais maintenant donc, sur la surface, à une période donnée. Ici, c'est la fréquence angulaire, mais pareil. On va inverser cette courbe-là pour obtenir... on va inverser les valeurs en tout point, pour tous les trajets, pour obtenir la vitesse de phase locale à cette période, à chaque point du globe. Donc, on compare avec des mesures sur des trajets et on veut en déduire la valeur à un endroit donné. Donc, c'est tout à fait un modèle tomographique. Et c'est pareil, comme on faisait avant, on a la phase, les phases s'additionnent. Donc, la phase entre la source et la station, c'est l'intégrale de la source à la station de la fréquence divisée par la vitesse de phase, ici, locale, en tout point du trajet, S. Et ce qu'on mesure, c'est ça, c'est la phase et donc la vitesse de phase moyenne le long du trajet. X, c'est la distance entre la source et la station. Et donc après, c'est pareil, on calcule la perturbation par rapport à un modèle de référence. Donc c'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment, sauf que la géométrie est différente. Et on met ça sous la forme d'un problème inverse, où on cherche les vitesses de phase locales. Donc par exemple, si on décompose en blocs, J, ça va être l'index du bloc à la surface de la Terre, par exemple latitude, longitude, degré par degré ou quelque chose comme ça. Et avec des noyaux ici qui sont un sur la vitesse dans le modèle de référence qu'on connaît, et on va mettre ça sous la forme d'un problème inverse, je vous rappelle, comme on avait déjà fait, où on va inverser
les données pour obtenir les variations de vitesse locale. Alors les données, c'est les vitesses de phase sur les trajets sur station, et le modèle, c'est le modèle de vitesse de phase locale. Donc on va obtenir des cartes de vitesse de phase à chaque fréquence. Bon, ça c'est juste pour dire que les blocs, ce n'est pas tellement ce qu'on utilise pour les ondes de surface. On va favoriser des paramétrisations en harmonique sphérique, puisqu'on travaille sur la sphère, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et donc ici, il y a quelques exemples de cartes de vitesse de phase obtenues ainsi pour des ondes de Love à différentes périodes. Ici, 250 secondes, donc c'est assez longue période, jusqu'à 25 secondes, plus courte période. Et là, vous voyez, bon, il y a du bleu, il y a du rouge. Rouge, c'est plus lent. Bleu, c'est plus rapide. Mais si on compare, par exemple, cette carte-là et cette carte-là, on voit quand même des très grandes différences. En fait, ce qu'on échantillonne ici à la période de 25 secondes, c'est la croûte. Et on voit que la croûte océanique est plus rapide que la croûte continentale. On voit vraiment bien la distribution océan-continent. Par contre, quand on va à plus longue période, on s'enfonce, on a une sensibilité à plus grande profondeur et on commence à voir la tectonique. Donc on commence à voir ici les dorsales qui apparaissent très nettement dans cette carte-là, mais déjà à 75 secondes, on les voit bien. Regardons ici, par exemple, on voit les dorsales qui sont ici en blanc. En blanc, c'est les limites de plaque, donc là, c'est les dorsales. Après, c'est les zones de subduction de l'autre côté. Mais on voit la dorsale est-pacifique, antarctique, les dorsales indiennes, la dorsale médio-atlantique, qu'on voit très bien sous l'aspect de vitesse de phase plus lente que la moyenne. Donc on a cette information, mais pour l'instant, on a juste en fonction de la période. Donc il faut une deuxième étape qui est, maintenant on rassemble ces cartes pour inverser en fonction de la profondeur. Donc en un point donné, on va reconstituer une courbe de vitesse de phase en un point donné et faire une deuxième inversion en fonction de la profondeur. Donc là, on a d'abord des cartes globales, et en chaque point du globe, on va rassembler les vitesses de phase en fonction de la période et obtenir donc un problème d'inverse, encore une fois, la vitesse de phase en fonction de la période. Donc les données, ça va être les différentes périodes obtenues à un point donné de la Terre, une coordonnée θ-phi, en fonction de la vitesse maintenant, donc de la vitesse des ondes de cisaillement en fonction de la profondeur, pondéré par un noyau qui est le noyau de sensibilité de ces ondes. Et donc voilà, les noyaux de sensibilité des ondes de Rayleigh, encore une fois. Bon, ce n'est pas la même que j'ai montrée précédemment. Ici, c'est juste les ondes de Rayleigh, où on voit la sensibilité augmenter avec la profondeur. À 200 secondes, on est déjà à plus de 300 km de profondeur. Donc encore un problème inverse qu'on va, disons, discrétiser de la même manière qu'avant, et pour, par inversion, obtenir ces anomalies de vitesse. Alors, ici, c'est encore une fois... c'est la comparaison. Oui, j'aurais dû mettre cette carte avant. C'est encore des vitesses de phase à différentes périodes, avant l'inversion en profondeur. Mais c'est pour comparer ce qu'on voit avec les ondes de Rayleigh et les ondes de Love. Et les deux voient la croûte ici à 25 secondes, mais elles ont des noyaux de sensibilité différents, donc elles ne vont pas exactement voir la même chose en profondeur. Et en fait, il y a un autre problème qui est visible ici très clairement, c'est que, par exemple, ici, on voit que pour les ondes de Love, on voit une progression très nette entre des vitesses lentes autour de la dorsale et de plus en plus rapides, qui représentent le refroidissement de la plaque, au premier ordre. On peut interpréter ça comme le refroidissement de la plaque pacifique en fonction de l'âge. Mais par contre, les ondes de Rayleigh voient une zone beaucoup plus étendue, loin de la dorsale, où les vitesses sont encore lentes. Et en fait, ça, c'est une manifestation de la présence d'anisotropie dans les premiers 200-300 km de profondeur. Et c'est un certain type d'anisotropie, c'est l'anisotropie de polarisation,
les ondes de Volov ont une polarisation différente des ondes de Rayleigh. Et donc, je vais vous faire un petit rappel. Donc, c'est une anisotropie de polarisation. Ici, anisotropie radiale, parce qu'on suppose l'axe de symétrie est un axe vertical. C'est le genre d'anisotropie auquel on s'attend si on a des couches horizontales de différentes propriétés. La vitesse des ondes polarisées dans cette direction va être différente de la vitesse dans la direction opposée, et ça va dépendre de la polarisation des ondes. Et en fait, pour décrire un tel milieu, il faut, au lieu de 2 paramètres dans un milieu isotrope, les paramètres de la Mé ou la vitesse des P et la vitesse des S, il faut 5 paramètres, donc ça se complique. Les ondes de surface, en fait, sont surtout sensibles à ces 2 paramètres-là. C'est la vitesse des ondes polarisées verticalement, donc les ondes de Rayleigh, la vitesse des ondes polarisées horizontalement, les ondes de Love. Dans un milieu anisotrope, ce n'est pas aussi simple parce que les ondes sont couplées. Donc les ondes de Rayleigh vont aussi dépendre de la vitesse SV, les ondes de Love vont aussi dépendre de la vitesse VSH, mais en première approximation, ce paramètre-là va être obtenu à partir des ondes de Love et celui-ci à partir des ondes de Rayleigh. Et ρ, c'est la densité, c'est les paramètres élastiques ici. Juste un aparté, on suppose un axe de symétrie verticale, mais on pourrait aussi supposer un axe de symétrie incliné, auquel cas ce genre d'anisotropie introduirait 2 autres paramètres à déterminer, 2 angles, l'inclinaison et l'orientation par rapport au nord, par exemple. Voilà, pour finir, je vais simplement montrer qu'on ne peut pas expliquer à la fois les observations d'ondes de Love et des ondes de Rayleigh avec un modèle isotrope. Ce n'est pas possible, il faut introduire l'anisotropie. Alors c'est compliqué dans la partie superficielle du manteau, les premiers 200 km où cette anisotropie est la plus marquée, on a toujours la vitesse des ondes polarisées horizontalement plus grande que la vitesse des ondes polarisées verticalement. Ici, vous avez les courbes correspondantes de dispersion sur des trajets, ici en Scandinavie, les ondes de Love et les ondes de Rayleigh, et 2 modèles donc inversés en profondeur, donc 2 étapes. Il y a des méthodes d'inversion à une seule étape, mais disons pour rester dans les méthodes classiques, vous voyez ici qu'on obtient, pour expliquer les ondes de Love et les ondes de Rayleigh à la fois, il faut des vitesses différentes avec ce VSH supérieur à VSV. Par contre, les modèles ne sont pas uniques, puisqu'on a un problème inverse qui n'est pas posé très bien, de toute façon, même pour ces ondes-là. Et donc ici, ces auteurs montrent 2 modèles qui expliquent aussi bien les données. Les données ici sont les erreurs sur les données sont indiquées les incertitudes sur les données sont indiquées par les courbes noires et les prédictions de ces modèles sont indiquées par les courbes rouges. Et donc on explique aussi bien les données par ce type de modèle que par ce type de modèle-là. Alors vous voyez bien que quand on veut ensuite interpréter, là on est en Scandinavie, donc on interprète la lithosphère épaisse continentale. Ça peut être important de savoir si on a une discontinuité ici à 100 km ou si on n'en a pas. Et donc ça c'est... mais c'est un problème avec les ondes de surface seules. On ne peut pas vraiment discriminer entre ce genre de modèles. Et pour terminer, simplement, vous reconnaissez peut-être le modèle PREM, donc le modèle global moyen. Je ne l'avais pas fait remarquer la dernière fois, mais en fait, ce modèle de référence a de l'anisotropie radiale, de l'anisotropie de polarisation. Ils ont introduit, pour construire ce modèle, dans les premiers 200 km de profondeur, des vitesses différentes pour les ondes polarisées horizontalement et pour les ondes polarisées verticalement, pour pouvoir expliquer les ondes de surface et aussi les données de mode propre de la Terre.
Et vous voyez en moyenne, donc sur tout le globe, on a toujours VSH supérieur à VSV, hein, que j'indique ici. Et donc ça, c'est le modèle PREM donc, qui date de 1981. Le seul problème avec ce modèle, c'est que comme ils ont introduit cette discontinuité un peu artificielle à 200 km de profondeur, qui n'est pas une discontinuité globale, elle est observée dans certaines régions, mais pas partout. Donc pour un modèle moyen global, c'est un peu un problème, mais des modèles plus récents, bon, ici j'ai tourné, donc là c'est la vitesse des ondes S, bon, il y a pas mal de paramètres ici, mais concentrons-nous sur la vitesse des ondes S, ici en fonction de la profondeur. Et vous voyez aussi que bon, ça c'est un modèle qui a éliminé la discontinuité à 200, en fait c'est à 220 km de profondeur qui avait été mise dans ce modèle PREM, mais qui de toute façon exige une différence entre les vitesses SH et les vitesses SV de quelques pourcents. Hein. Ça va jusqu'à environ 4 ou 5% au maximum dans les premiers 200 km de profondeur. Donc, bon, c'est compatible avec des couches, hein, mais c'est aussi compatible avec, si vous avez un rouleau de convection et un lobe de rouleau de convection horizontal, vous attendez aussi à avoir ce genre d'anisotropie de polarisation. Donc, c'est tout à fait en accord avec l'idée de la couche limite pour la convection étant donc constituée par les plaques lithosphériques, etc. autour. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'il est l'heure, et je continuerai la prochaine fois. Je vous remercie.